Salut à tous! Pour cet été, je vais vous présenter un mangaka majeur et pourtant peu connu dans nos contrées. On va donc commencer par une grosse présentation de l'auteur et de son travail et sera le seul épisode de ce mois de juillet. Et suivront au mois d'août 2 autres épisodes centrés sur 2 de ses œuvres que j'apprécie particulièrement. Si Osamu Tezuka est le père du manga moderne, Go Nagai est son oncle un peu pervers et fan de science-fiction. Il est un des piliers du manga et a permis son évolution dans un contexte relativement immobiliste au début des années 70. C'est un de ces artistes visionnaires, pas forcément bien vu par ses pairs, mais acclamé par un public adolescent avide de nouveautés. Alors, amoureux de petites culottes, de robots géants et de démons, découvrons ensemble ce mangaka hors du commun. Go Nagai, de son vrai nom Kiyoshi Nagai, est né le 6 septembre 1945 à Wajima, soit un mois pile avant le largage de la bombe de Hiroshima. Il est ce qu'on peut appeler un enfant du manga. Dès son plus jeune âge, un de ses aînés lui fait découvrir Lost World de Osamu Tezuka, et il commence rapidement à noircir ses cahiers, voire ceux de ses frères, avec des dessins sortant de son esprit empli de créatures et autres monstres médiévaux. Une situation finissant même par insupporter sa famille. Son dessin s'améliore petit à petit, mais son esprit reste encore trop confus pour avoir des scénarios solides. Le déménagement de sa famille à Toshima dans le nord de Tokyo va lui permettre d'avoir un accès plus simple à la culture. Dévorant donc livres et mangas de science-fiction, d'aventure et de détective d'auteurs japonais et étrangers. Dès le début de l'adolescence, il devient également un grand consommateur de films, lui offrant par la même occasion de nouvelles inspirations, mais surtout les clés pour mieux structurer ses idées. Pas mauvais élève, mais absolument pas intéressé par les études, il échoue à tous ses concours d'entrée en université. Et malheureusement touché par une maladie intestinale, sa convalescence le motive à réaliser son rêve, devenir mangaka. Afin de rassurer sa famille, il commence par faire de petits boulots tout en continuant à dessiner. Et enfin, à 20 ans, il est repéré par la maison d'édition Shogakukan qui lui propose un poste d'assistant. Et peu de temps après, il est présenté au staff de Mushi Productions, qui est le studio d'animation créé par Osamu Tezuka afin de concurrencer la Toei. Sa grande spécificité, c'est qu'il est le premier studio uniquement destiné à la production télévisuelle. Leur plus grand succès fut bien sûr Astro, mais on peut également noter Le Roi Léo ou Princesse Saphir. Bien que Osamu Tezuka ne soit pas présent ce jour-là, il est remarqué par une autre de ses idoles, le mangaka Shotaro Ishinomori, créateur entre autres de Cyborg 009 et Kamen Rider, qui est impressionné par sa qualité d'auteur et l'engage directement comme assistant. À partir de ce moment, Go Nagai va vivre un rythme de travail extrêmement épuisant. La charge est même tellement lourde que les autres assistants se découragent rapidement. Il se retrouve donc seul, augmentant encore sa peine, au point que 2 ans plus tard, il ne se reconnaît même plus lui-même à force de trop travailler et très peu manger. À partir de ce moment, il s'oblige à prendre un jour de congé par semaine, qu'il dédie finalement à des projets plus personnels développant de petites histoires comiques. En vrai, à cette époque, le mec ne s'arrête jamais. À l'époque, toute forme de sexe ou de violence était interdite dans les magazines de jeunesse. Mais peu enclin au formatage, celui-ci use d'humour noir et de personnages féminins de plus en plus dénudés. Et bien que critiqué par d'autres mangaka d'humour, son style plus libre attire l'œil d'autres maisons d'édition, dont Shueisha qui justement lance un nouveau magazine de prépublication hebdomadaire, un certain Weekly Shonen Jump. La société est donc à la recherche de nombreux talents, leur laissant pratiquement carte blanche dans leur sujet. Attiré par cette proposition de liberté, Go Nagai rejoint leur rang afin de tester ses concepts comiques. Et au détour d'une affiche légèrement érotique, il trouve le nom de sa première série, Harenchi Gakuen, ou dans la langue de Molière, l'école impudique. Série qui propulsa tout bonnement le jeune mangaka de 23 ans sur le devant de la scène et participa grandement au succès du Shonen Jump. Cette série marque un véritable tournant dans le manga, car entre la liberté de Go Nagai et une volonté de son éditeur d'aller toujours plus loin, cela donnera tout bonnement naissance au ecchi. Et je vous en parlerai plus en détail en tant que première œuvre présentée début août. Avec le succès de l'école impudique, la maison d'édition oblige Go Nagai à ne faire que ce type de contenu. Mais commençant à être lassé par sa série, il décide d'ouvrir sa société Dynamic Production en 1969 afin de produire directement ses propres mangas plutôt que de travailler pour le compte d'une maison d'édition, lui donnant donc plus de liberté. En 1970, il effectue ses premiers pas officiels dans la science-fiction avec le manga
Oni, qui présente l'histoire d'un homme génétiquement modifié se retournant contre ses créateurs dans un monde futuriste. Contrairement au manga comique, cette histoire lui demande énormément d'efforts, rappelant l'époque où il travaillait pour Shotaro Ishinomori, lui valant même quelques problèmes de santé. Malgré cela, il achève son manga, qui se révèle être un succès et lui vaut le respect du milieu de la science-fiction japonaise. Et qui dit succès pour Go Nagai dit changement de direction, il retourne donc quelque temps vers le manga comique. Mais par rapport à la dernière fois, le bonhomme veut surtout éviter de se tuer à la tâche, se rendant compte à quel point la production de SF est éprouvante pour lui. Tout en continuant ses séries comiques, il commence doucement à lorgner du côté du fantastique, avec cette fois-ci comme héros un véritable démon. C'est ainsi qu'apparaît Mao Dante, manga inspiré des illustrations de la Divine Comédie de Dante par Gustave Doré. Face aux critiques qu'il subit des gardiens de la vraie valeur comme la Parental and Teacher Association, depuis l'école impudique, Go Nagai s'efforce de produire des œuvres hors standard afin de montrer qu'il n'y a pas que des gentils et des méchants méchants. L'œuvre restera inachevée car le magazine de prépublication fut arrêté et Go Nagai préféra s'atteler à un nouveau personnage dans la même lignée. C'est le 1er juin 1972 qu'apparaît Devilman dans le Shonen Magazine qui fut encore un succès immédiat. Ici encore, nous sommes sur quelque chose d'assez psychologique, car Devilman est un humain devenant un homme démon au cours d'une messe noire afin de combattre d'autres démons sortis de leur sommeil. Et en plus de se battre, il doit tout faire pour garder son humanité et sa foi en l'homme face à un monde qui pourtant devient de plus en plus paranoïaque et inquisiteur au lieu de rester uni. Mais encore une fois, le pauvre Go Nagai se tue à la tâche et prend un nouveau virage stylistique qui achèvera sa réputation d'auteur de science-fiction avec le mecha. Alors que Devilman continue, il soumet son projet de robot géant Mazinger Z à la Toei Animation qui sont tellement emballés que la production démarre dans la foulée et le premier épisode de l'anime est même diffusé avant la publication du manga. Encore ici, il pose des bases qui seront réutilisées comme le robot en tant qu'outil ou le déclenchement des armes de celui-ci à base de commandes vocales trop cool. Je vous invite aussi à regarder mon épisode sur Gundam qui retrace l'histoire des robots géants dans la pop culture japonaise. En 1973, Devilman se termine et il réfléchit déjà à un autre personnage du nom de Violence Jack, qui sera le précurseur des justiciers post-apocalyptiques plusieurs années avant Mad Max ou Hokuto no Ken qui s'en inspireront grandement. Se déroulant dans le même univers que Devilman, le manga deviendra la plus grosse série de Go Nagai avec plus de 7000 pages. Mais ce n'était pas du tout gagné, car dès les premières cases, le manga est totalement outrancier et les éditeurs s'inquiètent des réactions de la PTA. L'auteur leur dira simplement que son histoire se déroulant dans un monde où il n'y a pas de règles, il est normal que la loi du plus fort s'applique. Violence Jack est donc une créature violente et sadique, mais qui prend toujours parti pour les plus faibles, donc dans la droite ligne des héros pas franchement bons, mais pas franchement mauvais non plus. La même année, il crée également le personnage de Cutie Honey, dont j'ai déjà parlé dans mon 12e épisode, et vous pouvez cliquer sur la fiche si vous ne l'avez pas encore vu. En 1974, Go Nagai ouvre sa propre société de production, Dynamic Planning, afin de produire les adaptations de ses mangas. Mais cette société sera surtout l'une des premières à exporter de l'animation japonaise hors du pays dès 1976, et même si des animes comme Le Roi Léo ou Princesse Saphir, produits par le studio de Tezuka, ont été diffusés par l'ORTF dès 1972. On retrouve donc à partir de 1978 sur Antenne 2 le dernier volet de sa trilogie sur les super robots, UFO Robo Guredinzer, renommé dans nos contrées en Goldorak, et bercera toute une génération avec les aventures d'Actarus. Go Nagai a donc rapidement compris le pouvoir de l'animation et un tiers de ses créations ont été adaptées sur le petit écran. Avant de finir cet épisode, je vais vous parler d'une petite anecdote qui a mené à une publication, ce qui montre bien la confiance portée à l'auteur. En 1978, Go Nagai développe un personnage comme une blague, un pastiche de Gekko Kamen, une série live de la fin des années 50. Sauf qu'ici, le héros est une héroïne et sa spécificité, c'est que son habit de justicière se limite à un masque, des bottes et des gants. Il proposa le projet de Gekko Kamen à son éditeur pour rigoler et contre toute attente, il le publia. Et je vous en parlerai plus en détail mi-août. Le plus gros de l'œuvre de Go Nagai a été fait dans les années 70 et il a grandement réduit son activité depuis. La plupart des productions actuelles sont des reboots ou des suites de ses œuvres. Mais son univers a été développé à une vitesse tellement folle
symbole dans les années 70 qu'on ne peut pas vraiment lui reprocher de se reposer dessus aujourd'hui. Je n'ai forcément pas parlé de tout, mais je pense que l'auteur lui-même ne pourrait pas détailler l'ensemble de son œuvre vu son immensité. J'espère que vous avez aimé ce format un peu plus long, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'hab, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, et pour ceux qui sont à la Japan Expo, je vous donne rendez-vous le samedi et le dimanche. Pour les autres, ce sera rendez-vous le 2 août et je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet. Ja, matane!裏切り者の名を受けて全てを捨てて戦う男